BFM Business, la librairie de l'écho. Emmanuel Le Chypre. On se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho. Nous la clôturerons comme de coutume avec nos chroniqueurs Benaouda Abdelhaim et sa moisson d'études glanées dans le monde entier. Et puis Alexandra Paget qui fera part d'un livre, c'est La République de Weimar qui est au menu aujourd'hui. Mais tout de suite, on retrouve nos deux critiques attitrés. À ma gauche, Christian Chavagneux, éditorialiste à alternativeéconomique.fr, critique en chef des pages livres à Alternative Économique. Et puis Jean-Marc Daniel, professeur émérite à l'ESCP Business School, président et animateur de la rubrique livre, lui aussi, à la Société d'économie politique. Nous n'avons qu'un livre au programme aujourd'hui, mesdames et messieurs, mais quel livre? Alors, tous les deux, Christian, Jean-Marc, vous l'attendiez depuis un moment. Est-ce que j'ose dire que Jean-Marc l'attendait peut-être un peu plus que Christian, puisqu'il s'agit de son dieu, il s'agit de son idole, à Jean-Marc Daniel, David Ricardo, et donc une biographie qui sort, L'économiste capital, par Nicolas Buat. C'est aux belles lettres. Peut-être, alors on va détailler l'œuvre, l'homme, etc. Mais grosso modo, déjà peut-être, allez, un premier sentiment sur ce livre, Jean-Marc Daniel. Alors je suis un peu mitigé, je ne vais pas dire déçu parce que quand même l'essentiel y est, mais je trouve que l'auteur s'est un peu dispersé. C'est-à-dire que Ricardo, j'allais dire, le grand absent du livre, c'est David Ricardo, si j'étais un peu méchant, parce qu'alors on entend parler de Jane Austen, il nous déclare de son amour pour Jane Austen, l'auteur, l'écrivaine du début du 19e siècle. George Eliot, qui est aussi une écrivaine anglaise, tous ces gens sont estimables, Trollope aussi. Bon, on passe à avoir revu toute la littérature britannique du 19e siècle. On découvre qu'on a droit à une vie de résumé d'Adam Smith, une autre de Liszt et tout ça. Et puis, il y a quand même des personnages dont j'aurais pu penser qu'ils auraient été plus présents. Senior, qui a été le premier professeur d'économie, qui s'inscrit dès son premier cours comme étant le grand disciple de Ricardo, apparaît au travers d'une citation de Karl Marx. Mais sinon, on n'en parle jamais. Donc, je trouve que le livre a fait des choix dans la façon de présenter les choses qui s'éloignent un peu trop du Ricardo que je connais et que je pense être celui qui est le plus connu et reconnu dans le monde universitaire et dans le monde plus général de l'économie. Alors, le deuxième chose que je dirais, c'est il y a un parti pris qui est d'essayer d'opposer économie politique à sciences économiques. Donc, on verra dans la conversation. Je trouve ça un peu artificiel. Je pense que les deux c'est deux mots qui désignent quelque chose qui a évolué, mais c'est pas quelque chose qui est opposé. Puis, je laisserai le soin à Christian de se poser la question de savoir pourquoi Paul Fabra joue un rôle aussi important dans le livre. Moi, alors, je crois que j'ai compris pourquoi. Oui. Ah bah alors très bien. Alors, je dirais attendez, alors juste l'impression d'ensemble, Christian, parce que quand on entend Jean-Marc, on entend bien sa critique, mais on se dit en même temps, est-ce que finalement, si c'était pour répéter tout ce qu'on sait déjà sur Ricardo, c'était. Mais on ne sait pas toujours tout. Il y a quand même. Oui, il y a toujours on apprend toujours deux, trois petites choses. Moi, j'ai jamais lu aucune biographie de Ricardo. Je connaissais rien du tout. Hein, donc, mais je suis d'accord avec Jean-Marc. On tourne beaucoup autour du personnage, et en fait, c'est pas une vraie biographie. Une biographie, c'est on va chercher des éléments nouveaux, originaux, on va fouiller à droite à gauche. Visiblement, c'est une biographie de deuxième main. L'auteur a rien cherché du tout. Il a simplement lu quelques petites choses sur Ricardo. Alors, effectivement, moi qui adore Jane Austen, j'étais content de retrouver de Jane Austen, de voir tous les passages qu'il nous décrit avec moult de détails Adam Smith, mais sur tous les sujets clés, que ce soit sur la vie du personnage ou sur son économie politique, j'ai été extrêmement déçu. L'auteur a tourné autour du personnage, on rentre jamais vraiment dedans. C'est le grand absent. J'ai bien aimé la remarque de Jean-Marc. Peut-être que malheureusement, le grand absent, c'est Ricardo. Je vais vous poser une question qui peut paraître stupide, mais est-ce qu'il est question un peu d'économie dans ce livre? Ah oui. Oui. Alors, alors, il y a deux chapitres au centre du livre où il revient sur deux notions essentielles qui, pour lui, sont les piliers de l'œuvre de Ricardo. C'est toute la théorie de la valeur, dont il dit qu'effectivement, dans le principal livre de Ricardo, c'est le premier chapitre. Et d'ailleurs, il explique assez bien que Ricardo a du mal à arriver à une conclusion sur ce qu'est la théorie de la valeur. D'ailleurs, son dernier livre, son œuvre posthume, et porte encore sur la valeur parce qu'il n'arrive pas à une conclusion claire et nette de ce que c'est que la valeur. Donc, au bout d'un moment, d'ailleurs, quand on lit le livre de Ricardo, on s'aperçoit qu'à la fin du chapitre, il évacue le sujet en disant c'est pas ça le centre de ma préoccupation. Et donc, et la vraie préoccupation, c'est le chapitre suivant du livre, où c'est le partage, la répartition entre les rentiers, les capitalistes et les travailleurs, suivant un schéma qui est assez connu, mais qui est assez bien exposé
exposé dans le livre et dont il rappelle quand même vraiment les vrais enjeux. C'est-à-dire que l'obsession de Ricardo, c'est véritablement de dénoncer le rentier. C'est un personnage qui, parce qu'il est propriétaire, bénéficie d'un revenu et qui voit son revenu s'accroître au fur et à mesure que la population augmente. Et il dit bien que Ricardo, en plus, est gêné par ça parce que le rentier, il est propriétaire. Et que Ricardo n'a pas l'intention de porter atteinte au droit de propriété. C'est-à-dire que l'origine de l'avantage du rentier, c'est qu'il est propriétaire, et pourtant Ricardo considère que le droit de propriété est un élément constitutif et fondamental de la société civile. Et donc là, c'est assez bien exposé. Et donc là, c'est ce qui sauve pour moi le livre. C'est ces deux parties où et en plus, il compare les idées de Ricardo aux idées de son époque, c'est-à-dire aux autres personnes qui ont mis en avant effectivement ces enjeux. Et après, on découle les histoires de libre-échange, de l'impôt et tout ça. Mais vraiment, cette partie sur valeur et partage de la production entre rentiers, capitalistes et travailleurs est bien menée et véritablement rend vraiment hommage à l'œuvre de Ricardo. Christian Chavagneux. Je me demandais toujours pourquoi j'avais du mal à comprendre le chapitre sur la valeur. Et en fait, j'ai compris. C'est parce que Ricardo non plus, il n'a pas compris ce qu'il écrivait sur la valeur. Et donc, quelque part, ça m'a rassuré. Ouais. Et l'auteur nous dit, d'ailleurs, Ricardo a beaucoup de mal à écrire. En fait, il a du mal à accoucher de son livre. À un moment donné, même, le livre a failli pas du tout être publié. Il a fallu que ce soit ses amis qui disent, mais James Mill, qui disent, mais si, allez, je vais t'aider, on va le reprendre, tu vas publier ton truc. En fait, Ricardo a beaucoup de mal à écrire. Et donc, quand il se lance sur la valeur, effectivement, là, on doit attendre Piero Sraffa plusieurs siècles après pour boucher les trous et dire, en fait, ce que Ricardo aurait pu dire pour aller jusqu'au bout, c'est ça. Sur le profit, moi, je pense que c'est pour ça qu'il y a autant de pages qui sont consacrées à Fabra. C'est que sur le profit, c'est pas très clair non plus chez Ricardo. Donc, il va falloir aller chercher plusieurs siècles après Paul Fabra, qui, en s'inspirant des thèses de Ricardo, va développer une histoire et une compréhension du profit qui vont faire que... Et puis, il y a quand même Ricardo, si on ne le connaît que pour une chose, même si on ne connaît rien Ricardo, c'est des avantages comparatifs. Et ces fameux exemples de l'Angleterre, du Portugal, du drap et du vin. Mais pourquoi est-ce que Ricardo, il a pris ces deux pays et ces deux produits? Mais ce n'est pas un hasard du tout. Et là, l'auteur nous dit rien sur ce qui est la clé quand même un peu de ce qui est de l'héritage de Ricardo. Pourquoi il a pris ça? Parce qu'il y a un traité de libre-échange entre l'Angleterre et le Portugal, ce qu'on a appelé le traité de Methuen. Et Ricardo n'en parle pas, mais on sait qu'il a lu Smith, et Smith en parle beaucoup. Donc il le savait. Et l'auteur nous dit quand même, non, c'est pas une histoire de un jour c'est le Portugal qui est en excédent sur les Anglais grâce au vin, un jour c'est... Non, les Anglais ont toujours été en excédent sur les Portugais. Et pourquoi? Parce que les Portugais se sont fait avoir. Et pourquoi les Portugais se sont fait avoir? Parce que les Anglais ont dit, écoutez, vous allez ouvrir votre marché, ce qu'on appelle le drap, c'est-à-dire le textile anglais en général, et en échange, je vous assure une chose, c'est que vous aurez toujours des droits de douane sur votre vin qui sont inférieurs de 30% aux droits de douane français. Donc les Portugais ont dit... C'est super, on va prendre le textile britannique, mais nous, on sera toujours plus compétitifs que les Français. Qu'ont fait les Anglais? Ils ont augmenté considérablement les droits de douane sur les vins français, ce qui fait que même 30% en dessous, c'était bien trop cher pour les Anglais d'acheter du vin portugais. Donc personne n'a acheté le vin portugais. Par contre, les Anglais avaient gagné le libre-échange pour le textile britannique. Et donc là, on n'est pas du tout dans les lois de l'économie. On est dans des rapports de force, dans des rapports de force politiques. Tout ça étant lié à la succession du trône d'Espagne. Et donc, on voit bien que ce que Ricardo nous dit, mais je vais vous décrire les lois naturelles. Alors, l'auteur nous dit en introduction, Ricardo, c'est vraiment l'auteur qui est neutralité axiologique. Alors, il ne prend jamais parti politiquement. Mais Jean-Marc l'a dit. Un coup, c'est les propriétaires, un coup, c'est les rentiers. Là, il se bat entre il fait rentrer la géopolitique entre deux pays. Donc, Ricardo, c'est quelqu'un qui a fait de la politique en permanence. D'ailleurs, moi, j'ai appris que... Bon, moi je savais qu'il avait été élu député. Je me suis trompé, parce que j'ai appris dans le livre qu'il n'a pas été élu député. Il a acheté sa circonscription. Oui, à l'époque, on a acheté en Irlande, où il n'a jamais mis les pieds. En Irlande, où il n'a jamais mis les pieds. Voilà. Donc on est vraiment à côté de la plaque. Et juste fini, mais là, avec un truc, moi j'aurais voulu quand même que l'auteur revienne sur dans sa grande histoire de la pensée économique. Schumpeter parle de Ricardo, évidemment, on ne peut pas passer à côté. Et il parle du vice ricardien. C'est quoi le vice ricardien pour Schumpeter? C'est cette capacité de Ricardo à prendre des hypothèses complètement irréalistes qui sortent de nulle part et à en tirer des conclusions pratiques pour aujourd'hui. Et c'est ce que Schumpeter dit. Ça, c'est le vice ricardien. Il ne faut pas faire ça en économie. Malheureusement, c'est un peu ça qui est devenu l'économie. Mais alors, ça me rassure un peu parce que... alors, d'abord, on va dire un mot quand même sur Paul Fabra parce que vous l'avez cité sans dire qui il était et je ne suis pas sûr que les jeunes générations qui nous écoutent sachent qui est Paul Fabra. Moi, je vous donne une expérience personnelle. Pourquoi j'ai fait des études d'économie? C'est parce que donc Paul Fabra, qui était un grand éditorialiste du quotidien Le Monde sur l'économie, je n'arrivais pas à comprendre ses éditos. Je me suis dit, je vais faire de l'économie.
Et plusieurs années d'études économiques plus tard, je n'ai toujours pas compris les éditos de Paul Fabra. Donc si vous me dites qu'il a rajouté de la complexité à la complexité ricardienne, c'est quand même dommage. Alors pourquoi Paul Fabra est-il aussi présent dans ce livre? Alors, c'est ça qui est assez curieux, parce qu'effectivement, dans la liste des gens qui sont les disciples de Ricardo et de ceux qui ont... Parce que, contrairement à ce que dit Christian, c'est assez clair à la fin, Ricardo, il y a quand même des... Alors, effectivement, il fait de la politique, donc il est plutôt dans le réel, hein, et il fait de la politique pas n'importe où. Il est à la gauche de la gauche. Enfin, il est proche du parti Whig, qui va devenir le parti libéral, et qui est l'aile gauche de la démocratie anglaise telle qu'elle fonctionne avant 1830. D'ailleurs, là aussi, le livre nous perd dans la façon dont a été réformé le système électoral en 1832, c'est-à-dire 9 ans après la mort de Ricardo, donc ça ne le concerne pas directement. Mais non, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, Paul Fabra, pour lui, c'est un des personnages, et donc Christian l'a dit, c'est un des personnages qui, par l'intermédiaire de ses articles dans Le Monde, a rendu à la fois lisible, compréhensible, et réactualisé la pensée de Ricardo. Oui, c'est là où quand on lit d'ailleurs, alors il fait allusion non seulement à ses articles, mais à Florilège, qui est devenu l'anticapitaliste, c'était le livre de référence de Paul Fabra. Paul Fabra insiste davantage dedans sur tous les aspects finances publiques, sur le fait que, effectivement, sur ce qui est devenu l'équivalence ricardienne, c'est-à-dire sur le fait que, de toute façon, tout financement de l'État par l'impôt ou par l'emprunt est un prélèvement sur la richesse, et sur le fait que, d'une certaine façon, l'État, grosso modo, est un destructeur de richesse par rapport Ce que Ricardo n'a pas écrit. Hein. Ricardo n'a jamais écrit sur l'équivalence ricardienne. Hein. Non, mais il a écrit, pas sur la version de Barreau, sur les anticipations rationnelles, il n'a jamais écrit ça, mais il a bien dit quand même que l'État est un prélèvement sur la richesse. Il nous reste 20 secondes. Jean-Marc Daniel, quand même, percer ce mystère. Pourquoi David Ricardo est-il votre économiste préféré? Alors, c'est mon économiste préféré parce que... Vous avez 20 secondes. C'est la rente, c'est la capacité à identifier dans l'activité économique des gens qui sont en capacité, parce qu'ils ont réussi à obtenir un droit par l'intermédiaire de l'État, en l'occurrence le droit de propriété, le moyen d'obtenir un revenu. Et donc, pour moi, cette vision dans laquelle il y a des gens qui, par le droit, réussissent à accaparer une partie de la richesse sans avoir à fournir du travail ou sans prendre de risques, ça me paraît d'une pertinence et d'une clarté absolument incroyable. Universelle. Universelle. On n'a pas parlé de Ricardo le financier, c'est dommage, il y avait plein de choses à dire et malheureusement l'auteur passe à côté encore une fois. Bon. Et il ne nous parle même pas de la géologie qui était aussi un des éléments clés de Ricardo. Sa passion? Oui. Il avait une collection de roches qui sert encore de référence. Vous n'avez jamais écrit de biographie de David Ricardo? Mais ça me tente maintenant. Voilà. Écoutez, on prend rendez-vous. Merci beaucoup à tous les deux pour cette exégèse très complète autour de ce livre de David Ricardo, contrasté. Donc, si j'en crois vos avis, eh bien, on se retrouve tout de suite avec notre bibliothécaire Alexandra Pagère.